Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Les primaires aux États-Unis avec le second Super Tuesday, les électeurs américains qui votaient en Floride, en Ohio, en Caroline du Nord, dans le Missouri, en Illinois également. Et une fois encore, eh bien, c'est Donald Trump qui a remporté la mise de ce Super Tuesday, le milliardaire américain qui a notamment remporté la Floride et ses 99 délégués. Du coup, eh bien, Marco Rubio, le sénateur républicain de Floride, a jeté l'éponge, humilié par cette défaite chez lui. Et côté démocrate, eh bien, c'est Hillary Clinton qui a remporté ce Super Tuesday. Hillary Clinton qui creuse désormais bien l'écart avec son unique concurrent Bernie Sanders. Alors, se dirige-t-on pour la présidentielle vers un duel Trump-Clinton? Le parti républicain peut-il faire obstacle à cette candidature qui, il faut bien le dire, dérange? Pourquoi une partie de l'Amérique adhère-t-elle aujourd'hui à ces discours parfois racistes et xénophobes du candidat républicain? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Nous allons aller à New York où l'on retrouve John MacArthur. Bonsoir. Vous êtes directeur de Harper's Magazine, auteur de L'illusion Obama et c'est aux éditions Les Arènes. Avec nous sur le plateau à Paris, Stuart Horgan, bonsoir. Vous êtes membre et ancien président des Républicains Overseas, on appelle ça aujourd'hui. Ce sont donc les Républicains qui se trouvent à l'étranger. Anne Dessine, bonsoir. Vous êtes juriste, spécialiste des États-Unis, auteur de la Cour suprême des États-Unis, c'est aux éditions Dalloz. Et on en dira un mot, parce qu'il y a toute une bataille en ce moment avec ce juge qui a été nommé par Barack Obama, en tout cas qui a été choisi par Barack Obama et qui doit encore être validé. Et c'est pas gagné. Avec nous, Célia Belin, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, en relations internationales de l'université Panthéon-Assas, spécialiste des États-Unis, auteur de Jésus et Juifs en Amérique, droite évangélique et lobby chrétien pro-Israël. C'est aux éditions Fayard. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va écouter les deux grands gagnants de ce second Super Tuesday, Donald Trump et Hillary Clinton. Nous devons rassembler notre parti, nous devons le rassembler. Nous sommes en train de vivre quelque chose. Le Parti républicain est en train de marquer l'histoire politique. Tout le monde en parle, en Europe, partout dans le monde. Des millions de gens viennent pour voter. On en a eu un exemple encore aujourd'hui. Ils sont de plus en plus nombreux. Quand on entend un candidat à la présidentielle appeler à expulser 12 millions d'immigrés, à interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis ou à défendre la torture, ça ne le rend pas plus fort. Au contraire, ça lui porte préjudice. Et notre prochain président a le devoir de rassembler le pays. Nous devons abattre les barrières et pas construire des murs. Allez, je vais d'abord m'adresser aux deux Américains du plateau. Il y en a un, il est républicain, et l'autre a soutenu Bernie Sanders. Enfin, a soutenu en tout cas, pas politiquement, mais en pensée Bernie Sanders. C'est vous, John MacArthur, par le cœur, vous l'avez soutenu, ce Bernie Sanders. J'imagine que vous devez être déçu. C'est presque la fin de partie, on peut quand même dire, pour lui ce soir. Oui, je suis non seulement déçu pour Sanders, mais je suis aussi déçu pour le Parti démocrate, en quelque sorte, parce que les sondages jusqu'à présent montre Sanders vainqueur de Trump plus facilement que Clinton. Clinton la remporte par un tout petit peu, alors que Sanders, il serait victorieux, soi-disant, sans problème. Donc, le problème du Parti démocrate maintenant, c'est de rassembler les gens pro-Sanders qui ne voteront pas, c'est pas sûr qu'ils voteront pour Clinton. Et il y a aussi beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens au chômage, beaucoup de petits blancs, ce qu'on appelle les cols bleus aussi, au chômage, qui ont souffert des accords de libre-échange promulgués par le président Clinton, et qui pourraient voter pour Trump, parce que entre Sanders et Trump, c'est bizarre, mais il y a quand même un accord très important sur les deux questions clés, politique étrangère, l'Irak notamment, et la Libye, les deux interventions qui ont viré au malheur.
et les accords de libre-échange que Sanders et Trump critiquent sans arrêt et dont Hillary Clinton n'a vraiment pas la réponse. Elle n'a pas trouvé une bonne réponse. Vous n'êtes pas un fan d'Hillary Clinton, ça on l'aura compris. Stuart Haugen, dans votre camp, chez les Républicains, c'est Donald Trump aujourd'hui qui fait la course en tête. Vous en félicitez? Vous êtes content? Parce qu'ils ne sont pas tous contents chez vous, au Parti républicain. Moi, je le félicite pour ce qu'il a fait. Et c'est pas fini. Et moi, je suis là pas là pour supporter ce candidat, mais pour expliquer que, franchement, il semble que ce sera Donald Trump. Mais le problème, pour moi, c'est le plus important, c'est que soit c'est Trump et l'établissement républicain et les médias, ils ont raison et que ça, c'est le pire des choses pour les républicains, ou soit les républicains, l'établissement, de nouveau, l'infrastructure du parti, essaie de vraiment voler, en fait, la nomination de Donald Trump. Et là, je pense qu'on risque de créer une pire de problèmes dans le parti même que ce qu'ils auraient. La question, est-ce que Donald Trump est un désastre pour les républicains et est-ce qu'il va bien battre Hillary Clinton? Mais est-ce que pour vous, c'est un désastre pour les républicains, Donald Trump? Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Ça me dépasse et ça change tous les jours. Mais moi, je pense qu'il a toutes les possibilités de battre Hillary Clinton. Anne Dessine, on se dirige vers un duel, vous pensez On se dirige, vous pensez, vers un duel Donald Trump-Hillary Clinton? Ça va être ça, selon vous, l'affiche? En novembre, où ça va être un peu plus compliqué? C'est ce que tout le monde fait semblant de croire. Et Hillary Clinton, dans son dernier discours, n'a pas attaqué Bernie Sanders. Immédiatement, elle s'est projetée. Et ce qu'on a entendu ici, c'est exactement ça. Quand elle dit « moi, j'unifie », c'est du subliminal. Je ne veux pas ériger un mur, je ne veux pas expulser tout le monde. Donc, elle veut faire l'unité du pays. Un petit peu ce qu'avait fait Obama en 2008. Donc, les démocrates font semblant. Les républicains, on sait qu'en sous-main, ils ont tout fait pour que ce ne soit pas Trump. Les sommes dépensées en publicité négative, et là, Trump a raison de se plaindre en disant ça ne s'est jamais vu, c'est exact. Est-ce que ça va se produire? L'autre hypothèse, alors il y a des gens qui disent, puisque Marco Rubio a suspendu, on reviendra peut-être sur le terme, mais c'est important, suspendu sa campagne, il reste Trump, Cruz et Kasich. Quand on voit leur plan de campagne, on constate que Cruz va faire campagne dans les États où il a des chances de l'emporter, c'est-à-dire où il y a pas mal d'évangéliques. Et d'ailleurs, dans son discours, il a dit évangélique, pro-Israël, donc il a envoyé tous les signaux forts, mais il a dit aussi aux pro-Rubio, vous pouvez venir chez moi, je vous accueillerai, les libertariens, venez. Et on voit Kasich qui va faire campagne dans les États qui ressemblent un peu à l'Ohio, donc avec du blue collar, plutôt centriste, etc., où il a des chances de l'emporter. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à la convention où Trump n'aura pas la majorité, les 1237 postes de délégués fatidiques, et les autres pourront faire quelque chose. Et alors là, on est dans les règles de procédure, etc. Mais c'est un peu la démocratie qui est bafouée, parce que ce qu'a voulu l'électeur, c'est Trump. Et il y a davantage d'électeurs qui se sont déplacés que d'habitude. Donc c'est un vrai problème. Célia Belan, les électeurs quand même qui veulent Trump, il y a un an, personne ne misait, excusez-moi de parler grossièrement, mais une cacahuète sur Donald Trump. Et voilà, eh bien aujourd'hui, qu'il est au haut de l'affiche et qu'il pourrait la partager, cette affiche, avec Hillary Clinton. Vous êtes stupéfaite aussi, vous qui suivez quand même la politique américaine? Oui, je dois dire, à peu près comme tous les autres experts spécialistes de la question, je m'étais complètement trompée. Moi, j'avais parié sur Marco Rubio. Trompé ou trompé? Trompé, oui. D'accord. J'avais parié sur Marco Rubio et donc c'est la déception de ce côté-là également. En fait, il y avait au départ, on a dit Jeb Bush est inévitable. Derrière, Marco Rubio, est-ce que c'est l'Obama républicain? Ensuite, d'autres ont évoqué John Casey comme rassemblant la meilleure, la plus grande expérience, le meilleur profil. Et en fait, c'est Donald Trump qui tient le haut de l'affiche. Je pense, donc comme vous, Madame Dessine, que quelque part, aujourd'hui, c'est la défaite de Rubio, Kasich et Trump également. Même si Kasich a gagné dans l'Ohio, il ne remportera pas mathématiquement, c'est impossible. Il ne passera pas. Mais il a moins de 100 délégués aujourd'hui. Hein. Oui, et donc il reste à peu près 1040 délégués en jeu, c'est-à-dire que donc il ne peut pas passer la barre des 1237 délégués qu'il lui faut. Donc ils ont tous perdu, mais Trump n'a pas encore gagné. Et là,
là, il peut aller jusqu'à la Convention avec un nombre de délégués minoritaire. Et en effet, on se retrouverait dans une convention négociée où il y aurait une série de plusieurs votes, des tractations en sous-main. Mais là, encore une fois, si c'est pas Trump qui l'emporte, ce sera considéré comme une élection volée. Comme un déni de démocratie, finalement, parce que les électeurs américains ont voté Donald Trump. Alors justement, John MacArthur, moi j'ai bien compris que Hillary Clinton, c'est pas du tout votre tasse de thé, c'était Bernie Sanders. Et tout à l'heure, on m'a expliqué que quand même, Bernie Sanders et Donald Trump, ils avaient quand même quelques points communs. Pour vous, Donald Trump est un candidat acceptable ? Non, pas du tout. Mais je vois dans Donald Trump l'expression ou la colère des petits gens qui pourraient voter pour Sanders, qui pourraient voter pour Trump. Et nous sommes dans une situation très instable et, je dirais, sans exagération, dangereuse. Parce que si on vole, entre guillemets, la désignation de Trump à la Convention républicaine, la Convention pourrait sombrer à un niveau carrément violent, parce que les supporters les militants de Trump seront vraiment, vraiment furieux. Et ça pourrait influencer l'élection générale. Si les supporters de Trump sont déçus par les républicains, ils pourraient, je ne sais pas, faire quel genre de proteste, mais nous sommes dans une situation plutôt dangereuse. Les gens, il faut dire, les petits gens se sentent acculés au pied du mur. C'est évident. Sinon, Trump n'existerait pas. Trump, c'est pas un génie de la politique, c'est juste un type qui sait comment parler de façon plutôt amusante. C'est un genre d'acteur. Mais quand même, il a réussi à accueillir ce sentiment de rancune et de colère de façon où je pense qu'on est dans une situation très dangereuse. Et Hillary Clinton n'est pas celle qui est vraiment le mieux pour empêcher la victoire de Trump, parce qu'elle est très vulnérable, notamment sur la question de libre-échange et pour son soutien de l'invasion de l'Irak. On va en parler. Mais Stuart très Horgan, je voudrais rebondir quand même sur ce que disait John MacArthur. Et en effet, Donald Trump a prédit aujourd'hui, donc il joue aussi sur la menace. On parlera justement de cette campagne peut-être un peu anxiogène sur laquelle il a joué. Il prédit des émeutes s'il est favori et pas investi. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'on peut imaginer demain des manifestations, des protestations aux États-Unis si Donald Trump n'est pas investi ? Sachant que la campagne, on en reparlera, était quand même un peu délétère. Il y a eu des échauffourées. Je ne suis pas aussi vieux que ça, mais on en a vu à 68 côté démocrate. Ça s'est déjà produit ? Quand on voyait que le parti vraiment rentrer dans la décision des peuples et abuser ça. Moi, je dirais une chose. Le fait que John dit que Donald Trump n'est pas un génie de la politique, là, c'est carrément tort. Il a tort, là. Donald Trump est un génie de politique, même s'il n'est pas un homme de politique. Il comprend comment ça marche. Et il touche les gens. Et là, encore une fois, on sous-estime Donald Trump. Je ne suis pas là pour le soutenir, oui. Mais le problème, franchement, si on regarde... Mais ce n'est pas un bouffon, ce que vous nous dites. Non, c'est pas un bouffon, c'est plus que ça. Il joue bien, et il ne faut pas oublier, en sortant de les élections de 2012, quand on a été bien battu par Barack Obama, on a fait une autopsie et on a tiré des conclusions. Numéro 1, c'était l'établissement ne devrait pas rentrer dans le choix exercer, mettre le pousse sur les balances de choix des peuples. Et maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire de nouveau ? Et franchement, à mon avis, ça, c'est le pire des risques. C'est le pire des scénarios. Oui. Célia Belin, est-ce que vous croyez en des risques, justement, d'affrontement ? C'est possible. Il y a une forme de menace dans ce qu'a dit Donald Trump. Quand il dit il y a un risque d'eux, on sait que c'est une manière de dire attention, ce que je peux faire, mes soutiens seront là derrière moi. Mais je voulais revenir un peu sur l'idée du vol de cette convention. Il y a aussi une partie du Parti républicain qui peut faire le choix de voler la convention ou
parce qu'ils considèrent que le fait que Donald Trump soit le représentant du Parti républicain est de toute façon inacceptable. À leurs yeux, c'est le groupe Never Trump ou tous ceux qui se sont ralliés derrière l'idée que ça leur était insupportable puisque il a des arguments à la fois xénophobes, racistes, anti-musulmans et puis surtout, il n'y a pas vraiment de plateforme. Le Tea Party, franchement, à une époque, il était au sommet et on ne peut pas dire que c'était mieux, que les déclarations étaient... oui, mais il est resté minoritaire. On a un Freedom Caucus qui représente en gros le Tea Party, il représente 60 personnes à la Chambre des représentants. Il n'a jamais finalement été le visage du Parti républicain. Il faut imaginer ce que ça veut dire Donald Trump, visage du Parti républicain pour aller jusqu'à l'élection de novembre. Sarah Palin l'a été à un moment donné quand même un peu le visage du Parti républicain. Et pourtant, elle faisait un peu, ses propos étaient quand même très réac. Elle a été choisie que par John McCain quelque part. Et on lui en a beaucoup voulu à John McCain. Elle a été imposée par la droite à John McCain. Elle a rejoint le camp Trump. Mais quand l'establishment dit la main sur le cœur, nous ne pouvons pas considérer que Trump va nous représenter parce qu'il est raciste, etc. Ça, c'est en surface. Ce qui les gêne beaucoup plus, c'est que Trump n'est pas un conservateur. Et c'est vrai, parce qu'il a défendu des positions qui ne sont pas du tout les positions des conservateurs ou des républicains. Et sur l'histoire des accords de libre-échange, je ne comprends pas qu'Hillary n'ait pas encore eu l'idée de dire que la perte d'emploi, c'est certes les accords de libre-échange, mais c'est surtout, comme en Europe, la déindustrialisation du pays. Ça lui permettrait de s'en sortir. Et je suis moins pessimiste quant à l'avenir d'Hillary dans les États et parmi les populations col bleu, dans la mesure... Si c'était le score du Michigan remporté par Bernie Sanders, ça veut dire qu'elle est incapable d'attirer les cols bleus, c'est-à-dire ceux qui souffrent dans leur chair, qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire, qui sont obligés de cumuler 2 emplois, etc. Le fait qu'elle ait réussi à prendre l'Ohio, le Missouri, c'est-à-dire les États du Midwest, industriels, industriels ou en état de déindustrialisation, à cause des technologies et à cause des accords de libre-échange, ça veut dire qu'a priori, elle ne devrait pas s'en sortir si mal lors de l'élection générale. Mais a priori, comme nous le disons tous, cette élection, ça devient impossible de faire le moins de pronostics. Ça peut être l'élection de toutes les surprises. Voilà, exactement. On va faire... Oui, un mot, Célia Belin, oui. Je voudrais juste ajouter qu'il y a une autre raison pour laquelle l'establishment n'a pas forcément envie d'avoir Donald Trump et peut chercher quand même à lui faire barrage, c'est que le Parti républicain sera le Party of Trump, le parti de Trump, au moment aussi où il y aura un renouvellement de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Et c'est aussi derrière des postes de sénateurs, de représentants qui sont menacés, qui seront dans les États, dans des États plus progressistes. Et il faut être sûr que le Parti démocrate va jouer à fond la carte de attention, Trump, il fait vraiment peur, il est complètement clivant. Oui, donc il y a des enjeux politiques aussi. Chacun va devoir défendre en fait sa place de sénateur ou de parlementaire. Est-ce que c'est une carte jouable ou est-ce que c'est une carte qui va se mal jouer? Exactement. Car pendant cette période de présidence de Barack Obama, il ne faut pas oublier que le Parti républicain, c'est au plus haut de puissance, au niveau de puissance, depuis 50, 60 ans, 70 ans même. On rappelle qu'ils sont majoritaires à la Chambre des représentants et au Sénat. Sauf au niveau de présidence, nous avons gagné 69 places dans la Chambre de députés, 13 dans le Sénat, 11 gouverneurs et presque 1000 places dans les législatures des États. On est le plus haut que jamais. Allez, on fait une petite pause. Le temps du... Oui, je vais vous donner la parole, John Rick McArthur. On fait une toute petite pause, le temps du rappel des titres. Et on va parler de Bernie Sanders. Bon, il sera sans doute pas sur le haut de l'affiche, mais peut-être qu'il va laisser un héritage, Bernie Sanders. Et puis on va parler aussi de cette Amérique, peut-être qui est de plus en plus polarisée, qui adhère aussi à certains discours racistes, xénophobes. Est-ce que c'est une Amérique aujourd'hui fracturée? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. À tout de suite.